Ce chapitre a un objectif très ambitieux qui est un peu de faire l'état de l'art de la physique en ce début du XXIe siècle. C'est un projet très ambitieux parce qu'il s'agit de résumer les acquis de 4 ou 5 siècles de physique, j'allais dire moderne, expérimentale et théorique, qui a été initiée approximativement à la fin du XVIe, début du XVIIe, par des physiciens tels que Galilée et Newton. Alors, j'intitule ce chapitre Quête de l'unité, puisque pour schématiser toute cette recherche de plusieurs siècles, on peut la considérer que ça a été une recherche à travers la diversité de ce qu'on pouvait observer, des phénomènes que l'on observe à toutes les échelles, eh bien, montrer que derrière cette diversité-là, il y a des grands principes, des grandes lois et des composants ultimes en nombre limité qui sont à la source de cette diversité. Alors, les deux grandes théories physiques qui actuellement sont à la base de notre compréhension de l'univers, de l'infiniment petit et infiniment grand, sont respectivement la mécanique quantique, qui a été, disons, initiée entre les années 1920 et 1930, et qui s'est avérée extraordinairement précise et prédictive pour l'évolution de l'infiniment petit. Et puis la relativité générale, qui est même un petit peu plus ancienne, qui, elle, s'adresse plutôt aux objets à la grande dimension, à l'univers. Et donc on a deux théories qui couvrent l'ensemble des échelles de l'univers, sachant que pour le moment, on n'a pas réussi à les marier et aboutir à une théorie qui pourrait décrire de manière continue l'ensemble des phénomènes. Alors, c'est quoi la physique? Quels sont ses fondements? Eh bien, en fait, on peut considérer la physique classique comme un théâtre avec des acteurs. Alors, le théâtre, c'est un décor. Le décor, c'est l'espace à 3 dimensions dans lequel les phénomènes évoluent. Et puis le temps, qui est un fluide à 1 dimension, qui évolue, qui coule de manière uniforme et qui permet donc de calculer les durées, de visualiser les évolutions au cours du temps, c'est le mot de dire. Et puis dans ce décor-là, espace-temps, il y a deux grandes catégories d'acteurs. D'une part, la matière, ce sont les choses qui bougent, les choses qui évoluent, les liquides, les particules, les ondes, etc. Et ces objets-là sont gouvernés par des forces qui peuvent les faire bouger et sont donc dotés d'énergie. Énergie pour leur donner du mouvement et aussi pour les transformer les liquides en solides, etc. Donc un cadre finalement assez simple et assez bien déterminé et un cadre fixe. La première révolution va être introduite par Galilée, puisque Galilée il va introduire ce qu'on appelle la première révolution dans l'espace-temps. Il va conserver la notion de temps telle qu'on l'aperçoit, cette espèce de fluide unidimensionnel qui s'écoule de manière uniforme et qui est universel. Et puis, il a introduit la notion de relativité dans l'espace, puisque il vivait à une époque où, souvent sur des postulats philosophiques ou religieux, on considérait que l'univers avait un centre et que cet univers, c'était bien sûr centré sur la Terre ou le Soleil, centré sur l'homme. Il a démontré que tous les référentiels, qu'il n'y avait pas de référentiel absolu et qu'il n'y a pas de centre, et que tous les référentiels de l'espace qui étaient en mouvement uniforme l'un par rapport à l'autre, eh bien, étaient équivalents pour l'expérimentation. Révolution fondamentale qui a eu des implications philosophiques et religieuses importantes. Et puis, il a conservé la notion de matière, mais progressivement, au-delà de la diversité, et par exemple avec des chimistes comme Lavoisier, on s'est progressivement convaincu que dans toutes les transformations, de la matière est conservée, même quand on transforme par exemple des corps chimiques en d'autres, ou bien des liquides en gaz, etc. La masse est donc une quantité qui est conservée au sens de la physique classique. Et enfin, l'énergie, un siècle plus tard, au milieu du 19e siècle, après avoir fait l'inventaire de tous les types d'énergie possibles
dans l'univers, on a pu se convaincre, puis plus tard on démontrera que dans toutes les transformations, l'énergie est conservée. Donc les invariances de la physique classique sont d'une part un temps uniforme, un espace sans aucun référentiel privilégié, des objets qui ont des masses, ou des objets dont les masses se conservent dans les transformations, et la conservation générale de l'énergie. La deuxième révolution après Galilée va être celle de la relativité restreinte, qui va être introduite à partir des années 1910 et en particulier, qui vont d'abord montrer que l'espace et le temps ne peuvent pas être séparés comme deux entités. En effet, cette conséquence vient de la mesure de la vitesse de la lumière. On a pu mesurer expérimentalement que la vitesse de la lumière est un invariant, c'est-à-dire qu'elle est la même quel que soit le référentiel dans lequel on la mesure, et qu'elle donc elle n'obéit pas à l'addition des vitesses que l'on observe à notre échelle. Donc la conséquence de ceci, qui a été tirée par des physiciens comme Poincaré, Minkowski et d'autres, Einstein aussi, ça a été que de ce fait, on ne peut plus séparer l'espace et le temps. On doit parler d'un espace à 4 dimensions pour la physique, ce qu'on appelle un espace à 4 dimensions, qui est l'espace-temps. Et dans le même temps, de manière un peu indirecte, mais une conséquence de ceci, c'est que la distinction entre matière et énergie tombe, puisque l'énergie a un équivalent en masse et la matière a un équivalent en énergie. Ceci grâce à la célèbre formule qui a été popularisée par Einstein, qui dit que l'énergie est égale à m, la masse, que multiplie le carré de la vitesse de la lumière. Donc la relativité restreinte a unifié l'espace-temps et a unifié la matière et l'énergie. Là, les conséquences sont assez importantes, puisque, comme on l'a dit, tout ceci est né avec la constance de la vitesse de la lumière. Et les conséquences, c'est que, en particulier, qui sont complètement en dehors de notre échelle de sensation, puisqu'on a l'impression que le temps s'écoule de manière uniforme, la conséquence de ceci, c'est que le temps dépend du référentiel dans lequel on mesure, et en particulier, on a le phénomène de ralentissement des horloges dans les référentiels en mouvement, ce qui explique par exemple qu'il faille faire des corrections au GPS quand on utilise des satellites qui sont en rotation autour de la Terre par rapport à nous. Ils sont en mouvement, donc il y a un phénomène de ralentissement des horloges qui est observé expérimentalement. Ce ralentissement est encore plus évident lorsqu'on étudie les particules élémentaires qui ont des durées de vie très faibles dans leur référentiel. Au repos, un muon a une durée de vie extraordinairement faible, mais quand il est accéléré à très haute vitesse dans les accélérateurs du CERN, eh bien, on a pu observer et mesurer expérimentalement que sa durée de vie peut être multipliée par 20. Son horloge, pour l'observateur qui est dans le laboratoire, apparaît ralentie par un facteur 30. L'équivalence matière-énergie, hélas, a été peut-être visualisée ou démontrée de manière extraordinairement puissante par la bombe A, par exemple, la bombe atomique, qui est une manière de transformer de la masse en énergie, et sachant que l'équivalent énergie de la masse est énorme, puisque toute la bombe d'Hiroshima a un équivalent de masse de 0,6 g. Enfin, la conséquence de la relativité restreinte, c'est que les objets ayant une masse au repos, nulle, non nulle, c'est-à-dire une particule, un électron, ou nous-mêmes, ou n'importe quel objet qui a une masse, eh bien, lorsqu'on l'accélère, on lui fournit de l'énergie, et d'après la relation E égale mc2, l'énergie a un équivalent en masse, donc la masse de l'objet en mouvement va augmenter, et plus le processus s'accélère, plus l'augmentation de la masse devient importante, et jusqu'à une limite qui est la limite de la vitesse de la lumière. Bien entendu, tous ces phénomènes-là sont observables, mais à des vitesses qui sont très proches de la vitesse de la lumière et qui sont inobservables à notre échelle. Puis intervient la relativité générale, qui a été établie par Einstein relativement isolée, mais en s'appuyant sur des travaux antérieurs, en 1915, qui alors fait un pas gigantesque, puisqu'il démontre que
les quatre composantes de l'espace physique, qui étaient séparées au départ, sont les quatre aspects d'un même phénomène. Tout, c'est donc, on parle d'unification de l'espace-temps, de la matière et des forces et énergies. Sachant que la relativité générale explique parfaitement la notion de force gravitationnelle et d'énergie gravitationnelle. Pour le moment, on n'a pas de manière simple d'inclure les autres types de forces dans cette relativité générale. Alors, quelques mots de la relativité générale. Il faut savoir que l'équation fondatrice est une équation qui est assez abstraite, évidemment, qui est écrite à droite ici, qui est l'équation de la relativité générale, qui va démontrer que, d'une part, l'espace-temps, que l'on croit bien rectiligne, où la lumière va en ligne droite, en fait, il est courbe, il a une courbure, et que cette courbure, elle est proportionnelle à la densité de l'énergie qu'il y a en cet endroit-là. Dans le vide absolu sans énergie, l'espace n'est pas courbe, il est plan, comme on a l'habitude de le traiter à notre échelle. Dès que l'énergie devient importante, il devient courbe, et on verra qu'il y a des limites maximum à partir duquel il est tellement courbe que cet espace se replie sur lui-même. Ce sont les trous noirs qui sont ici. Dans le même temps, cette magnifique équation qui, je crois qu'il faut admirer, puisque je pense que c'est un monument de l'esprit humain et que ça a la beauté et la profondeur d'une cathédrale ou du palais Taj Mahal, a des conséquences aussi sur le fait que Einstein en a déduit qu'il pouvait avoir des ondes gravitationnelles, de la même façon qu'il y a des ondes électromagnétiques. Donc les ondes gravitationnelles devaient être une conséquence, sachant qu'à l'époque d'Einstein, il lui-même disait qu'on n'aura pas les moyens expérimentaux d'observer les trous noirs et les ondes gravitationnelles, ce qui bien sûr s'est avéré faux, puisque avec les progrès techniques et scientifiques, on a pu avoir une première observation ici en fausse couleur, parce que c'est dans les ondes radio qu'elle a été observée d'un trou noir en 2019, et la première observation d'ondes gravitationnelles en 2016. Et désormais, on en observe beaucoup plus, et on en observe, je veux dire, pas quotidiennement, mais presque. Donc, l'équation d'Einstein, la base de la relativité générale, unifie l'espace-temps avec la densité d'énergie qui se trouve localement, avec des conséquences qui ont été vérifiées expérimentalement récemment. Mais cette équation-là a aussi un pouvoir énorme dans la mesure où quand on l'applique à l'échelle de l'univers dans son ensemble, eh bien, elle démontre que l'univers a une histoire, contrairement au désespoir d'Einstein qui lui croyait que l'univers était fixe. Et en fait, dans ces équations, il est contenu le fait que l'univers a une origine, même si le mot origine dans ce contexte-là est difficile à déterminer, qu'on appelle le Big Bang, avec une théorie extrêmement solide, qui reste encore théorique, mais qui explique énormément des observations que l'on fait encore à notre époque, et puis des scénarios sur la fin de l'univers qui s'avèrent assez prédictives, mais sur des échelles de temps, bien sûr, qui dépassent de loin notre vie humaine, mais en même temps la durée de vie des étoiles et la durée de vie des galaxies. Les deuxièmes fondements de la physique, ça a été progressivement de démontrer que notre univers, malgré son chaos apparent, est complètement sous-tendu par des symétries. Alors, il y a d'abord un principe fondamental. Le principe fondamental qui est ce qui sous-tend tout ce qu'on appelle la dynamique, c'est-à-dire toute la physique des corps en mouvement. Quel est le principe fondamental? Eh bien, ceci peut peut-être vous encourager à la paresse, mais le principe fondamental de toute évolution de système physique, c'est le principe dit de moindre action. Sachant que le mot action, ici, a un sens très particulier. Il a été d'abord émis par Fermat dans le cadre de la lumière, Pierre de Fermat, 1657, qui a étudié la réflexion et la réfraction des rayons lumineux et qui a relié ça à une forme de ce qu'on a appelé après le principe de moindre action.
Mais la véritable formulation générale est celle de Maupertuis et de Lagrange, qui ont démontré que s'il y a un système qui est en mouvement, eh bien, il va prendre la trajectoire qui minimise une certaine quantité, qu'il a appelée action, et cette action-là est déterminée par une formulation mathématique qu'on appelle le Lagrangien. Alors, une illustration du principe de Maupertuis-Lagrange, c'est celle bien connue du maître nageur qui est sur une plage et qui voit quelqu'un se noyer dans l'eau. Quelle trajectoire doit-il prendre pour être le plus rapidement possible près de la personne à secourir? La réponse, j'allais dire, normale, sensée, naturelle, qui est fausse, c'est la ligne droite. Parce que, comme il nage beaucoup moins vite qu'il ne court sur le sable, il a intérêt à augmenter son temps de trajectoire sur le sable pour gagner du temps et ensuite plonger dans l'eau, sachant quand même qu'il y a une limite, parce que s'il va au-delà, eh bien, il va allonger de manière inconsidérée le temps sur le sable et il ne gagnera pas de temps. Au bilan, il y a une quantité que le maître nageur doit minimiser, c'est ce qu'on appelle l'intégrale d'action entre le point de départ et le point d'arrivée. Une illustration de ce principe, qui était schématisé à gauche, a été ce qu'on appelle le brachistochrone, un problème qui a beaucoup intéressé les physiciens à cette époque-là, en disant si dans la pesanteur je pars d'un point haut vers un point bas, un corps, quelle est la trajectoire soumise au champ de pesanteur qui est la plus rapide? Sachant aussi que là, le bon sens, c'est de dire je prends la ligne droite, puisque c'est le plus court chemin. Eh bien, le plus court chemin n'est pas le chemin le plus court en temps. Là aussi, il faut faire appel à la théorie, au principe de moindre action. Il faut déduire le Lagrangien du système, c'est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et ainsi, on a pu démontrer que la trajectoire optimale, c'est la cycloïde qui est ici en noir, dont vous pouvez vérifier, puisque, comme pour le maître nageur, il faut mieux descendre très rapidement pour gagner de la vitesse, quitte en s'allongeant un petit peu pour ensuite récupérer et arriver le premier à l'objectif. Donc, un principe qui gouverne la physique, la dynamique, l'évolution des choses, qui est le principe de moindre action, et qui a été illustré et qu'on a utilisé à toutes les échelles, dans l'infiniment grand, bien sûr, puisque c'est la base aussi des calculs de trajectoire dans les espaces relativistes, mais aussi dans l'infiniment petit, puisqu'à droite, à titre de démonstration, j'écris ici le Lagrangien pour toutes les particules connues des particules élémentaires que nous connaissons actuellement. Quelque part, ce Lagrangien-là, c'est l'outil de base universel pour reconstruire tout l'univers à toutes ses échelles. C'est purement théorique parce que la solution de ce problème-là est encore extraordinairement compliquée et loin d'être assurée. Donc, un principe de base, le principe de moindre action. Ensuite, il y a les symétries. Alors, les symétries, c'est un problème qu'a vu comme Pythagore, qui était donc l'école pythagoricienne de philosophes, physiciens grecs, qui essayait de tout ramener à des harmonies, à des symétries, tout l'univers, et qui était fasciné par exemple par les notes de musique. Eh bien, à l'époque, on connaissait cinq solides dits platoniciens, qui sont les 5 solides que l'on peut enfermer dans une sphère, et sachant que tous les sommets touchent la sphère. On en a découvert un sixième plus récemment. Et donc, par exemple, Kepler, quand il a fait sa théorie des planètes qui devaient orbiter autour du Soleil, pour calculer avoir une estimation du rayon de leur orbite, a imaginé que ça pouvait être l'empilement successif des 5 solides platoniciens. Donc derrière, toujours, il y a l'idée que les fondements devraient être... qu'il y a des symétries derrière ces fondements. Tout ceci a été mis au point et clarifié par une mathématicienne qui n'a pas la célébrité qu'elle méritait, qui est Emmy Noether, autrichienne, qui a montré que le Lagrangien, dont on a parlé tout à l'heure, le Lagrangien, c'est la grandeur
qui est à la base de toute trajectoire d'un solide en mouvement, eh bien, si ce Lagrangien-là est laissé invariant par les transformations, il y a une grandeur physique qui est conservée. Alors, l'exemple le plus simple et connu, c'est le gyroscope. Le gyroscope, il a une symétrie en jaune autour d'un axe. Eh bien, le Lagrangien de ce gyroscope aura cette symétrie-là de rotation autour d'un axe. Le théorème de Noether va dire que donc il y a une grandeur qui sera conservée lors du mouvement, qui ne bougera jamais. Et cette grandeur, c'est ce qu'on appelle le moment angulaire, le moment cinétique, c'est-à-dire que le gyroscope va garder une orientation invariante dans l'espace. C'est utilisé en aviation et dans beaucoup d'autres applications. Alors, les objets simples qui sont satisfaisant sa symétrie, par exemple la conservation de l'énergie, qui a été constatée au milieu du 19e siècle, qui rend impossible le mouvement perpétuel ou le moteur qui marche qu'à l'eau, par exemple, eh bien ce grand principe-là, Emile Noether démontre qu'il est lié au fait que les phénomènes physiques sont indépendants du temps, c'est-à-dire que si on les translate dans le temps, on retrouve les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que la pendule qui oscille dans la pesanteur aura la même période aujourd'hui que demain. Donc invariance au cours du temps, conservation de l'énergie. De même, la conservation de l'impulsion, qui est observée dans les chocs de billes de billard et dans beaucoup d'autres aspects de la physique, eh bien, elle est le résultat de l'invariance par translation dans l'espace. Et puis on a vu que l'invariance par rotation autour d'un axe est la base de la conservation du moment angulaire. Et ça, c'est à notre échelle. Les particules quantiques à l'échelle de l'infiniment petit ne sont pas repérables comme étant des objets ayant une dimension dans l'espace. Donc il y a d'autres symétries qui leur sont propres à la mécanique quantique, qui ont été découvertes depuis et qui sont à l'origine, par exemple, de la charge électrique élémentaire, du moment cinétique, du spin des électrons, etc. Une symétrie, un principe de base, la d'action, des symétries, et puis maintenant les composants de base de la physique. Jusqu'à l'époque de Newton, c'est Newton qui en était le découvreur, on a pu ainsi montrer qu'il y avait deux grandes forces dans l'univers. Il y avait la première force, c'était Newton qui a découvert la loi universelle des corps graves, c'est-à-dire des corps, c'est la gravitation, la gravité, le fait que les corps qui ont une masse s'attirent l'un l'autre. C'est la première loi universelle. Auparavant, on n'avait aucune idée d'une loi qui pouvait s'appliquer aussi bien à l'infiniment petit qu'à l'infiniment grand, puisque l'histoire raconte que c'est une pomme tombant d'un pommier qui a donné à Newton l'image de l'attraction de la Lune par la Terre. Et puis au XVIIIe siècle, on a découvert l'interaction entre les aimants et entre les particules électriques. Donc on a considéré pendant plusieurs siècles, que 2 siècles au minimum, qu'il y avait deux grandes forces pour expliquer toute l'interaction des objets dans l'univers. Ces deux forces-là ont une caractéristique, une forme assez commune, c'est qu'elles diminuent en intensité avec le carré de la distance entre les deux objets. Donc elles diminuent assez vite, c'est-à-dire que quand la distance est multipliée par 10, la force est divisée par 100. Cependant, elles sont infinies puisque elles sont a priori jamais nulles. Il faut que la distance tende vers l'infini pour qu'elles s'annulent. Donc, ce sont des forces qui sont apparemment de forme générale identique, sauf que les charges électriques peuvent être répulsives ou attractives, et elles sont toutes deux de portée infinie. On parlera de l'intensité tout de suite. Puis, progressivement, eh bien, à partir de la mécanique quantique notamment, on a découvert deux autres interactions fondamentales qui s'ajoutent à la gravitation et l'électromagnétisme, qui sont la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, qui, à la différence des deux précédentes, sont des forces à très courte portée, voire des forces de contact,
Ce qui fait qu'on n'en a pas une perception à notre échelle et qu'il faut descendre à des échelles de 10 puissance moins 15 mètres pour commencer à sentir l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. L'interaction nucléaire forte, c'est celle qui est à l'origine de la cohésion des protons, neutrons et des noyaux. Et l'interaction nucléaire faible, c'est celle qui est à l'origine de l'émission radioactive bêta, qui est aussi une composante fondamentale du cycle du Soleil, qui est à la base du cycle du Soleil qui nous fournit l'énergie qu'il nous envoie tous les jours. Alors, ces quatre forces-là sont les quatre briques de base, et il y a assez peu de raisons d'estimer qu'il y en a beaucoup d'autres. On a découvert très récemment ce qu'on appelle le champ de Higgs, qui est intervenu au tout début de l'univers pour donner des masses à toutes les particules. Mais, hormis leur portée, qui sont d'une part infinies pour la gravitation et l'électromagnétisme, ou quasiment nulles pour les deux autres, eh bien, leur intensité aussi est très variable. L'intensité, si on affecte un poids 1 à l'interaction nucléaire forte, l'électromagnétisme est 100 fois plus faible, la gravitation est 10 puissance moins 39 fois plus faible, et la nucléaire faible 10 puissance moins 7, c'est-à-dire un 10 millionième. Donc, à notre échelle de l'infiniment petit, la gravitation est négligeable, seules les trois autres sont réellement effectives. Alors qu'à l'inverse, si on va dans l'infiniment grand, seul ne subsiste que la gravitation, parce que l'électromagnétisme, lui, aux grandes échelles, s'annihile, puisque en moyenne, il y a autant de particules plus que de particules moins. Donc les forces attractives et répulsives s'annihilent, si bien qu'à l'échelle d'une planète, ou même un peu plus réduite, mais à l'échelle d'une galaxie, les forces électromagnétiques sont négligeables, seul reste l'interaction gravitationnelle. La mécanique quantique, d'autre part, a permis d'établir aussi ce qu'on appelle les briques élémentaires, les particules quantiques élémentaires, qui sont, ici, vous avez devant vous les Legos à partir duquel vous pouvez construire l'univers. Alors en violet, vous avez les 6 quarks, on appelle ça des baryons, ils sont lourds et ils sont à l'origine de la constitution des noyaux atomiques qui condensent, j'allais dire, 999 pour 1000 de la matière qui nous entoure. En vert, ce sont les leptons, qui sont des particules beaucoup plus légères, mais qui comportent là-dedans, par exemple, l'électron, qui est essentiel pour comprendre la chimie, ou les neutrinos, qui interviennent aussi dans le cycle du Soleil. Donc ça, ce sont les composants. En vert, leptons, en violet, baryons. Et puis, en rouge, ici, sont ce qu'on appelle les bosons, qui sont les vecteurs des forces. Alors, les gluons sont les particules qui vont véhiculer l'interaction entre les quarks. Les photons, ce sont les particules qui vont véhiculer l'interaction entre les particules électriquement chargées, comme par exemple entre les électrons et les quarks. Et puis les trois autres, Z, W+, W-, se mettent à 3 pour véhiculer la radioactivité bêta, l'interaction faible. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, mentionner le boson de Higgs, qui est à l'origine des masses qu'ont chacune des particules dans ce tableau-là. Mais ce tableau est théorique, puisque une grande partie de ces particules-là n'ont eu un rôle qu'au tout début de l'univers, dans une phase où il était extrêmement dense et à très haute énergie. J'allais dire qu'à notre échelle ordinaire, il suffit d'avoir 2 quarks, les gluons et les photons, les électrons et les neutrinos, et même les bosons, pour expliquer et reconstruire la matière telle que nous l'observons. Je prends un exemple. Si vous voulez faire un proton, vous prenez 2 quarks U, ici, un quark D, vous les assemblez sous la forme je vais dire, collés par des gluons, sous la force de l'interaction des gluons, vous allez constituer une particule très limitée en espace qu'on appelle proton. Si maintenant, au lieu vous mettez un quark U et 2 quarks D, vous aurez un neutron. Il suffit de faire la somme des charges, etc., pour montrer que toutes ces choses-là coïncident.
Et ensuite, en mettant ensemble les protons et les neutrons dans les noyaux, vous aurez le noyau atomique. Et si vous maintenant, autour du noyau atomique, vous mettez des électrons qui vont être reliés par des photons qui vont véhiculer l'interaction entre les électrons négatifs et le noyau positif, vous aurez les atomes. Donc progressivement, par l'assemblage de ces constituants élémentaires, avec les interactions que nous connaissons, on devrait en théorie pouvoir reconstruire la complexité de l'univers à toutes les échelles. Et c'est en théorie qui va nous occuper dans tous les chapitres qui vont suivre. Alors une fois avoir dressé le décor, avoir compris qu'il y a des symétries fondamentales qui vont gouverner notre univers, avoir compris quels étaient les composants champs et particules qui le composent, eh bien il faut savoir aussi que toute cette recherche physique a abouti à ce que j'appelle l'arpentage de l'univers. C'est-à-dire que désormais, on a tout un ensemble conceptuel de mesures, d'étalons, qui permettent d'affecter des grandeurs, d'affecter des nombres à toutes les grandeurs qui nous entourent, et ceci de manière non ambiguë et universelle. Et sachez que cet arpentage-là a été un long travail, et il faut saluer le travail de la Révolution française qui a joué un rôle pionnier là-dessus. En effet, arpenter, qu'est-ce que c'est? C'est mesurer, c'est évaluer d'après un étalon à l'aide d'un instrument. Arpenter le monde, c'est donc mesurer le temps, l'espace, les masses de tous les objets qui nous entourent. Alors, cette réduction à l'univers à des nombres, quelque part, rejoint la philosophie pythagoricienne qui voulait ramener tout l'univers à des nombres. Ça, c'est un tableau célèbre, je crois, de Raphaël. Et ensuite, qui s'est poursuivi, désormais, le poids des nombres et surtout le poids des mathématiques est tel que certains vont même jusqu'à estimer que notre univers n'est finalement qu'un objet mathématique. Alors, trois grandes subdivisions, les grandeurs, les systèmes d'unité et puis les constantes fondamentales. Alors, les grandeurs fondamentales, ça répond finalement à un besoin de la vie courante. Se déplacer, commercer, mesurer, arpenter, c'est les mesures de longueur et associer les aires et les volumes. Faire du commerce, c'est répartir des poids, répartir des parts, répartir des kilos, pas des kilos, du blé ou répartir de la toile, suppose qu'on ait des idées sur les poids, les quantités de matière. Et puis il fallait organiser la vie quotidienne puis les déplacements, le temps. On ne saura jamais, on n'insistera jamais assez longuement sur le fait que les trains, le développement des réseaux ferrés a développé la notion de temps qui passe avec un système, si possible, universel. Alors, la physique a repris ces grandeurs fondamentales pour aboutir à une démonstration que finalement, l'ensemble des mesures dont on a besoin, des grandeurs dont on a besoin dans notre univers, sont au nombre de 6. D'une part, le temps t, bien sûr, mesurer le temps, mesurer l'espace, comme on l'a vu, avec ces 3 dimensions, mesurer la masse des choses, leur charge électrique, ça c'est plus récent. La température s'est avérée aussi un paramètre indépendant qui était nécessaire de mesurer. Et puis, de manière beaucoup plus récente et peut-être de manière moins implicite, il a fallu mesurer l'intensité lumineuse qu'on ne pouvait pas ramener à une des grandeurs qui sont au-dessus. Donc voilà le système des grandeurs fondamentales. Toutes les autres grandeurs dont nous pouvons avoir besoin se ramènent à une combinaison de ces grandeurs de base. Par exemple, les forces, l'énergie, les volumes, c'est de l'espace au cube, etc. Comparer un étalon, il faut savoir que mesurer et comparer un étalon était un casse-tête jusqu'à la Révolution française, puisque jusqu'aux années au XVIIIe siècle, eh bien, finalement, beaucoup des mesures étaient liées à l'homme lui-même, puisque les longueurs se mesurent en pouces, en pieds, en coudées, l'empan, qui est l'écart maximum entre le pouce et l'index, l'aune, la toise, qui est l'écart entre les 2 bras écartés, etc. Et puis ainsi de suite pour les aires, on a utilisé par exemple l'acre ou l'arpent. L'arpent est une mesure d'air qui était liée à la surface qu'on peut labourer en un temps, en une journée, etc. Donc,
des, des systèmes d'unités liés qui ont un sens physique assez facile à se représenter, mais qui sont très difficiles à déterminer et surtout qui ont une très grande variabilité, sans compter non plus le fait que, comme les déplacements étaient peu faciles, se sont développées des tas d'unités locales ou régionales. De plus, les unités étaient différentes selon qu'on traitait du solide ou du liquide. Il y avait, par exemple, pour les volumes, eh bien, il fallait distinguer les boisseaux ou sétiers pour les matières sèches, des pintes ou des piécudes pour les matières liquides. Et puis toutes les variations locales qui faisaient qu'à l'entrée de chaque ville, il fallait avoir un étalon scellé sur les murs de l'octroi pour définir quelle était la valeur locale, par exemple, de l'aune ou de la toise. On peut donc imaginer, et ça je vous fais référence ici à l'article dans Wikipédia qui est absolument passionnant là-dessus, de voir que faire de la physique avec des systèmes d'unités était absolument impossible. Avoir une vision unifiée de l'univers est donc impossible avec ce système très lié à l'humanité et très lié aux variations locales et régionales. Alors la Révolution a inventé un système d'unité fondamentale qui s'avère extraordinairement puissant et révolutionnaire. D'abord un système unique, il y a une seule unité de base pour chacune des dimensions fondamentales. On ne va pas parler de longueur pour les tissus et de longueur pour les champs. Il y a longueur, temps, etc. Donc une seule unité de base. Ensuite, des étalons universels, c'est-à-dire réalisables n'importe où dans l'univers. J'ai rajouté dans l'univers, c'est vrai actuellement, mais à l'échelle de la Révolution, on a voulu dès le départ que le système soit pas franco-française. On a essayé, sans trop réussir, à, euh, à essayer de trouver des étalons pour la longueur, notamment le mètre, qui soit indépendant de la culture du pays dans lequel on la mesure. Mais pendant longtemps, on a traîné, j'allais dire, la notion d'étalon, c'est-à-dire une barre d'iridium d'une longueur d'1 mètre qu'on stockait quelque part. On verra qu'on va trouver des façons beaucoup plus universelles de définir les étalons. Puis quantité dérivée, c'est-à-dire que si la longueur est le mètre, une aire, ça sera des mètres carrés et les volumes des mètres cubes, pas la peine d'inventer d'autres unités. Et enfin, simplicité, ce qui était génial, c'est donc l'invention du système décimal, qui fait qu'un dixième de mètre, c'est un décimètre, et que 10 mètres, c'est un décamètre, etc. Donc l'ensemble de ce système-là, unique, universel et simple, a progressivement envahi l'ensemble de l'humanité, sauf quelques pays qui résistent, et pas des moindres, comme les USA, qui continuent à conserver leur propre système non métrique, avec des gags qui ont coûté quelques millions de dollars, milliards de dollars, puisque par exemple un satellite a été perdu, parce que construit en coopération, les gens n'utilisant pas les mêmes systèmes d'unité, ils ne se sont pas entendus et le satellite s'est écrasé. Donc l'intérêt de systèmes universels est pour étalonner l'univers. Alors actuellement, aux 6 grandeurs de base de tout à l'heure, et je rajouterai la mole tout à l'heure, eh bien, correspondent des unités. Donc, il y a aux grandeurs fondamentales correspondent des unités de base qui sont le mètre, longueur, kilo, les masses, seconde, le temps, ampère, c'est pour les courants électriques, Kelvin, c'est pour les températures, la candela, c'est l'éclairement, et on a rajouté la mole. La mole, c'est la quantité de référence pour les éléments en chimie. Donc ceci constitue une rosace, ici, avec les 7 désormais unités fondamentales, avec ici les constantes, la façon dont on va mesurer ces grandeurs. L'avancée qui est récente, parce qu'il a fallu presque un siècle ou 2 siècles après la Révolution française, pour aboutir à définir des unités de base qui soient fixées, non pas à partir d'étalons, des barres de fer, ou etc., mais à partir des grandeurs physiques
on s'est mis d'accord, et c'est vraiment qu'à la fin, il y a quelques années, qu'on aboutit à un système stable d'unité. Système d'unité qui est réellement universel, puisqu'il se base sur des grandeurs que même si on va sur Mars, même si on va dans la galaxie, et même s'il y a d'autres civilisations avec lesquelles un jour on collabore ou on discute, eh bien on pourra comparer nos grandeurs, nos unités, puisque nos systèmes de référence sont réellement universels. Ils sont valables sur la Lune, sur Mars, sur les étoiles, et ils sont valables à l'échelle de l'univers. Alors, très rapidement, quels sont-ils? Je ne passerai pas en détail l'ensemble de ces schémas-là, mais il faut comprendre que euh, les, les, les étalons ici, les unités qui sont en couleur, comme l'ampère, on l'a vu, la masse ici, la charge, le temps ici, toutes ces grandeurs fondamentales, eh bien, sont reliées à ces petites bulles vertes qui sont des grandeurs physiques de référence et qui sont universelles, comme par exemple la vitesse de la lumière, une vibration atomique dans un atome de césium. Donc, en mécanique quantique aussi, on fera apparaître une constante H qui apparaît, etc. Donc, désormais, on a un système stable, à la fois on connaît les unités, les grandeurs fondamentales de base dont on a besoin, on connaît les unités qui y sont associées et les relations qui les relient entre elles, et on a des étalons universels derrière chacune de ces unités. Alors, le tour de notre quête de l'unité se termine ici. C'est extrêmement vague, mais vaste, mais j'espère en tirer les premières leçons. À savoir que les bases de notre univers, que j'appelle ici, qui sont l'espace à 3 plus une dimension, espace-temps, les 4 forces fondamentales, plus le X, les particules et les constantes de couplage, la charge de l'électron, la masse de l'électron, etc. Tout ceci constitue un ensemble extrêmement dense et bien relié entre eux de grandeur, de concepts, de symétrie et de nombre qui sont les bases de notre univers. Tout ce travail-là, quand même, a introduit une réflexion philosophique, ou presque, du moins épistémologique et philosophique, parce que on s'est rendu compte que notre univers tel que nous l'observons est donc le résultat de la combinaison de toutes ces bases-là. Et toutes les simulations qu'on peut faire ont montré que les bases ne sont pas fragiles, mais elles sont extraordinairement sensibles. Un tout petit changement, par exemple dans la charge de l'électron, ou la valeur de la mécanique quantique, ou la masse de l'électron, ou un changement, par exemple, dans la loi de la gravitation, etc., eh bien, nous donne un univers complètement différent de celui dans lequel nous vivons. Et en particulier, beaucoup des combinaisons de constantes de base de l'univers conduisent à des univers qui sont, j'allais dire, avortés, puisqu'ils se contentent d'être un nuage sans aucune agglomération de planètes ou de galaxies, ou au contraire des systèmes qui avortent, qui n'atteignent pas une durée de vie suffisante pour que les étoiles se développent avec les planètes et donc les systèmes biologiques. Donc, l'univers tel que nous l'observons résulte d'un ajustement extraordinairement fin de ses grandeurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un principe créateur derrière, mais derrière, il y a une réflexion à faire sur l'origine de l'univers dans lequel nous sommes, sachant que la tendance actuelle est plutôt de dire que ces lois-là sont universelles et donc sont à l'origine de multiples formes d'univers, et que parmi ces formes d'univers, il y en a une qui est favorable à l'apparition de phénomènes complexes comme la vie, voire la conscience. Voilà, ce tour est complet. C'est un cours qui est une introduction à tout le reste, c'est-à-dire à la science de la complexité. Parce que la question fondamentale qui se pose désormais, nous avons une compréhension non finie, non terminée, mais une compréhension assez vaste des briques de base de l'univers. Nous avons le jeu de Lego avec toutes les briques. Et désormais, à partir de ces briques élémentaires, est-on capable de reconstruire la complexité
du monde qui nous entoure? Est-on capable de reconstruire les atomes? Est-on capable de reconstruire les molécules? Est-on capable de reconstruire les systèmes biologiques? Etc., y compris jusqu'à nous et la conscience. C'est donc une démarche inverse à la quête de l'unité qui a démarré au milieu du XXe siècle. C'est une fois qu'on prend acte de la puissance de la quête de l'unité, apparaît la science de la complexité qui est la recherche des outils avec ses succès et ses obstacles de la reconstruction de la diversité du réel à partir de ses bases élémentaires. Je vous propose de me suivre pendant ces cycles de conférences sur ce sujet-là.